Bonjour, merci d'être là. Bienvenue donc à notre webinaire sur le goût et les arômes des vins. Que savons-nous à ce sujet? Nous sommes très nombreux à se poser la question, si j'en crois le nombre d'inscrits aujourd'hui à notre webinaire. 4 chercheurs donc, de l'unité de recherche en œnologie de l'Institut des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux vont nous apporter des réponses à ce sujet. Ils vont nous faire part de leurs dernières recherches pour nous expliquer donc ce que nous savons aujourd'hui sur le goût et les arômes des vins. Nous aurons donc d'abord Axel Marchal qui nous parlera des composés à saveur sucrée que l'on trouve dans les vins et qui ne sont pas des sucres. Puis Philippe Darriet interviendra pour nous aider à comprendre ce que sont les arômes variétaux. Ensuite, Alexandre Ponce fera un focus sur les notes de fruits cuits que l'on trouve de plus en plus avec le réchauffement climatique aujourd'hui. Et pour finir, Ruth Ornedo Ortega nous parlera du goût des anthocyanes. Et oui, les anthocyanes ont un goût. Voilà, donc avant ça, quelques détails pratiques sur le fonctionnement, le déroulement de notre webinaire. Vous serez invité à poser des questions donc, au cours des interventions. Ces questions, vous pourrez les poser par écrit et nous les poserons donc aux intervenants à la fin des 4 interventions pour qu'ils puissent vous répondre. Alors pour poser vos questions, vous avez une petite palette, une console à droite de votre écran avec plusieurs lignes, dont une qui s'appelle questions que vous pouvez ouvrir là, en cliquant sur sur le triangle, ouvrir, que vous pouvez détacher aussi donc, de cette palette pour l'amener sur votre écran. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. Donc vous pouvez donc qu'il faut ouvrir dans un premier temps pour poser des questions et que vous pouvez déplacer si vous le souhaitez de cette palette qui est à droite de votre écran. Voilà, donc je me chargerai donc de regrouper ces questions en fait et de les poser en fin donc de toutes des 4 interventions, de les poser donc à nos intervenants. Si vous avez quelques difficultés aussi, vous pouvez nous transmettre difficultés pour vous suivre ce webinaire, des difficultés pratiques d'accès, de compréhension. Je vous invite à utiliser donc ce moyen donc pour nous faire part de vos problèmes et Charlotte qui est avec nous en régie vous aidera à les résoudre. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Simplement, avant d'entrer à proprement parler dans le vif du sujet, Philippe Darriet va nous présenter la chaire Denis Dubourdieu qui finance les travaux de recherche que nous vous présentons aujourd'hui. Voilà, Philippe Darriet, vous êtes à l'initiative de cette chaire. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous, c'est à vous la parole. Bonjour Bertrand, merci pour cette introduction. Et donc brièvement, je vais vous présenter la chaire Qualité et identité des vins, qui a été dénommée du nom de chaire Denis Dubourdieu. Vous le comprenez bien, pour rendre hommage aux qualités de grands chercheurs qu'il a été, une personne qui a œuvré toute sa vie au service de la qualité et de la typicité des vins. Alors cette chaire, elle a été créée en octobre 2017 avec le soutien du cluster Innova ainsi que de partenaires historiques de l'unité de recherche œnologie. C'est une structure qui est rattachée à la Fondation Bordeaux Université, donc avec le soutien en l'occurrence d'Adrien Leléon qui anime la chaire, et c'est une chaire qui réunit en 2021 12 mécènes. Alors ces 12 mécènes, ce sont d'abord des entreprises du secteur vitivinicole, ce sont aussi des crus du Bordelais, donc un ensemble de mécènes qui sont fortement sensibilisés aux enjeux de la recherche en œnologie. C'est-à-dire que dans l'ADN de ces entreprises, dans l'ADN de ces crus, il y a des personnes qui sont profondément convaincues qu'il est vraiment important de contribuer au soutien de la recherche pour mieux comprendre ce qui fait l'originalité, l'identité et la qualité des vins. Donc ces mécènes sont l'entreprise Biolafort, une entreprise de pronologique à Bordeaux, la société Bucher-Vasselin, qui produit des matériels de pressurage, d'extraction, de filtration des vins. C'est ensuite la société Chêne et compagnie, donc en tant que tonnelier. L'entreprise Michael Petzold, qui est une entreprise spécialisée dans le traitement, la stabilisation des vins.
l'entreprise Eneo, qui est une entreprise qui regroupe différents secteurs, en particulier l'entreprise Diam Bouchage, l'entrepise Segarmbro, qui est aussi une autre tonnellerie. Vous voyez qu'il y a deux tonnelleries qui sont rattachées à la chaire. Et puis des propriétés viticoles, donc Château-Bailly, Château-Palmer, donc Château-Bailly, Pessac-Lognan, Château-Palmer, Margaux, Château Pichon-Baron et Château Pichon-Comtesse, qui sont deux voisins à Pauillac, et le Château Lagrange Saint-Julien, le Château Le Pin à Pomerol. Alors, ces mécènes donc visent à soutenir des travaux pour progresser dans la connaissance des liens qu'il y a entre la composition des vins, la composition des composants des goûts, les composants d'arômes et la qualité sensorielle qui est perçue. Donc ce sont des travaux qui visent véritablement à mieux comprendre ce qui fait l'originalité, l'identité de l'arôme et du goût des vins. Ce sont des travaux qui visent à mieux comprendre comment se construit l'image sensorielle que l'on a lors de la dégustation. Donc ce sont des travaux assez fondamentaux qui sont soutenus, mais qui ont vocation à développer des connaissances en termes de marqueurs, et ces marqueurs qui visent à améliorer la compréhension des choix viticoles, des paramètres de la vinification, de l'élevage des vins. Alors depuis sa création, la chaire de Denis Bourdieu a financé des travaux de recherche pour des chercheurs de l'unité de recherche œnologie, dans un contexte d'appel à projet. C'est-à-dire que chaque année, il y a une proposition d'appel de projet auprès des chercheurs de l'unité de recherche œnologie. Donc aujourd'hui, eh bien, il y a une thèse de doctorat qui est en cours. Il y a 2 post-doctorats, donc il y en a un qui est en cours, il y en a un qui va démarrer, 4 stages de master, donc il y a 2 qui sont en cours et puis 2 qui se sont déjà finalisés. Il y a ensuite, grâce à la chaire, la possibilité d'acquisition de matériel, d'équipements scientifiques de pointe pour l'unité. Alors, comment s'effectue le choix de ces travaux? Eh bien, grâce à un conseil scientifique qui est constitué de membres extérieurs à l'unité de recherche, un conseil scientifique pluridisciplinaire qui sélectionne les travaux avant que ces travaux soient soumis au comité de pilotage qui réunit l'ensemble des mécènes, mais aussi des représentants de l'Université de Bordeaux, des représentants de l'Institut des sciences de la vigne et du vin et de l'unité de recherche œnologie. Et donc, ensuite, ces travaux vont être suivis par le comité scientifique et le comité de pilotage. Alors, vous dire que ce rendez-vous est le deuxième rendez-vous de la chaire de Denis Bourdieu. On avait, en 2018, organisé un rendez-vous sur les liens entre les neurosciences et l'œnologie, qui avait été à l'époque organisé en présentiel. Et voilà ce deuxième rendez-vous aujourd'hui. Très bien. Merci Philippe. Nous allons continuer donc et rentrer vraiment dans le vif du sujet avec la présentation des travaux qui sont menés donc au sein de cette chaire. Axel Marchal, vous êtes le premier donc des 4 intervenants à prendre la parole. Vous êtes professeur des universités en œnologie au sein de l'Institut des sciences de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux. Voilà, donc à l'avenir, je dirais l'ISVV, ce sera plus court. Votre activité de recherche porte sur les déterminants moléculaires du goût du vin, donc sur le goût, c'est le salé, le sucré, l'acide. En l'occurrence, aujourd'hui, ce sera surtout le sucré. Vous allez nous parler de la perception donc, des saveurs et des composés qui contribuent au caractère sucré des vins secs. À vous la parole. Merci Bertrand, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de ce webinaire, en particulier à la chaire Denis Dubourdieu, pour me donner l'opportunité de présenter ces différents éléments sur le goût du vin. Alors le goût du vin, c'est évidemment au cœur de nos préoccupations. Le célèbre ouvrage d'Émile Pénaud lui doit son nom. Le goût du vin, c'est aussi le goût de façon générale, le goût de bouchon qui nous inquiète quand on le retrouve dans nos vins, mais est-ce véritablement un goût ou plutôt un arôme, une odeur? On verra que la confusion est fréquente. On s'inquiète en ce moment particulièrement, mais généralement de perdre le goût, qui est bien souvent une perte de l'odorat plus que du goût en tant que tel. Et dans le langage courant, on utilise le goût sous différentes acceptations. Alors c'est un mot qui a plusieurs sens, et si on se réfère au dictionnaire de l'Académie française, il y a le goût, en ce qui nous concerne, ça relève de la perception des saveurs. Et c'est en particulier celui des 5 sens par lequel on discerne les saveurs. Mais plus largement, on peut utiliser le goût par métonymie, par analogie, pour la saveur d'un aliment, ou parfois même pour son odeur, son parfum.
En effet, on a tendance à penser que tout ce qui est perçu dans la bouche relève du goût. Effectivement, il y a le goût lorsque l'on a un aliment, une boisson dans la bouche, mais on a également le toucher qui est stimulé avec des sensations qui sont fondamentales en œnologie, comme l'astringence. Ruth y reviendra dans sa présentation. Mais on a aussi des perceptions olfactives par la rétro-olfaction, c'est-à-dire la stimulation des récepteurs olfactifs par un flux d'air qui va de la cavité buccale vers la cavité nasale. Donc, on a généralement derrière ce mot de goût une acceptation qui va être assez large et ce qui peut entraîner une forme de confusion. Ce que l'on appelle goût ne l'est pas toujours. Alors aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement du goût et notamment des saveurs. Comment perçoit-on le goût? Ce goût se perçoit dans la bouche, avec en particulier la langue, mais pas seulement, qui contient des papilles. Ces papilles, il y a 4 types de papilles et 3 d'entre elles contiennent des structures particulières en forme d'oignon que l'on appelle les bourgeons du goût. Ces bourgeons du goût contiennent des cellules gustatives qui sont équipées à leur extrémité terminale de récepteurs gustatifs qui vont permettre justement de rentrer en interaction avec les composés sapides apportés par le bol salivaire et qui vont générer le goût. Alors, ces récepteurs gustatifs, ils nous permettent de percevoir des saveurs. Et vous l'avez dit, Bertrand, en introduction, hein, il y a les saveurs auxquelles on pense, ce sont les saveurs fondamentales, le sucré, l'acide, l'amer, le salé, mais aussi une 5e saveur qui est la saveur umami, qui est bien connue dans la cuisine asiatique. C'est notamment la saveur des acides aminés de façon générale. La substance de référence, c'est le glutamate. On la rencontre dans la sauce nyokmam, par exemple. On la rencontre dans le bouillon de bœuf. On a une saveur umami assez importante. Et on va également la voir dans certains légumes comme la tomate. Mais il ne faudrait pas se représenter ces 5 saveurs comme exclusives. De la même façon qu'on a 3 couleurs primaires, mais une infinité de couleurs qui vont résulter de leur mélange, on a des distinctions, c'est-à-dire qu'entre le goût du sucre et celui de l'aspartame, derrière le mot sucré se cachent des réalités perceptives, des réalités sensorielles qui vont être différentes. Donc on a une infinité de saveurs, on a malheureusement trop peu de mots pour les décrire, mais l'entraînement permet justement de se sensibiliser à cette diversité. Alors, ces récepteurs gustatifs, comme je vous l'ai dit, on a des récepteurs, ces saveurs, on a des récepteurs gustatifs pour les percevoir, avec un récepteur aux saveurs acides, salées, amères, sucrées, umami, sucrées, pardon, et 25 récepteurs à la saveur amère. Donc, on a une très grande capacité de détection de la saveur amère, notamment en lien à la toxicité de certains aliments qui sont amers et toxiques en même temps. Donc, on a une grande capacité de distinction des saveurs amères. Alors bien évidemment, ces équilibres, cette perception gustative, elle est détectée au niveau de la bouche, mais elle se construit dans le cerveau. On a un rôle majeur du cerveau avec différentes structures qui ont bien été identifiées pour la perception du goût. Mais en ce qui concerne le vin, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est la qualité du vin. Cette qualité, elle repose à la fois sur la typicité aromatique, Philippe Darrier vous en parlera juste dans l'intervention qui va suivre, mais également sur l'équilibre gustatif. Et cet équilibre gustatif, il a été décrit par Émile Pénaud dans Le goût du vin, comme reposant entre les saveurs moelleuses et acides pour les vins blancs et s'articulant entre les saveurs moelleuses, acides et amères pour les vins rouges. Donc on a véritablement cette notion de balance des saveurs dans les vins qui est assez fondamentale. Si l'on regarde au niveau des déterminants moléculaires, puisque derrière toute perception se cachent une ou plusieurs molécules, on voit que la partie acide est bien connue. On a un certain nombre d'acides organiques qui proviennent du raisin, comme l'acide tartrique, malique, citrique, ou des processus fermentaires, comme l'acide acétique, lactique, succinique, l'acide acétique ayant en outre la particularité d'avoir une odeur. Donc ces différents constituants vont être à l'origine du goût acide du vin. Ce qui concerne le sucré, il y a 2 molécules auxquelles on pense spontanément, qui sont le fructose et le glucose, qui sont les sucres majoritaires du raisin, qui sont accumulés au cours de la maturation et qui peuvent rester dans le vin, c'est ce qu'on appelle des sucres résiduels, lorsqu'ils n'ont pas été entièrement transformés par la fermentation alcoolique, et on les perçoit quand ils sont à des teneurs au-dessus de leur seuil de détection, qui est aux alentours de 4 grammes par litre. On parle alors de vin demi-sec,
de vin doux, de vin moelleux, de vin liquoreux. Et donc, ce sont ces sucres qui sont responsables du caractère sucré de ces vins. En revanche, dans les vins qui ne contiennent plus de fructose et de glucose ou à des teneurs inférieures au seuil de détection, alors la partie moelleuse, je vais y venir dans quelques instants, est moins bien connue. On a souvent prêté à l'éthanol et au glycérol un rôle sucré lié à leurs propriétés à des concentrations différentes de celles du vin, mais aux teneurs rencontrées dans les vins, justement, ces composés n'ont pas d'impact réel sur la perception de sucrosité. Enfin, il y a le pôle amer, dont je dirai simplement quelques mots en conclusion de cette présentation, que l'on prête. Les propriétés amères sont généralement prêtées à différents composés phénoliques qui peuvent provenir du raisin, comme la catéchine, l'épicatéchine et les différentes composés à l'origine des tanins, mais également des composés du bois de chêne, les élagitanins ou le ligneurésinol, ici, qui est un lignane du bois de chêne dont on a identifié les propriétés amères. Alors maintenant, venons à ce sujet du caractère moelleux. Denis Dubourdieu disait que vinifier consiste à guider le phénomène naturel de la transformation du raisin en vin en intervenant le moins possible, mais à bon escient. Et je trouve que cette définition de la vinification, elle traduit toute son élégance, puisque le vin est un produit de culture, l'homme a son rôle à jouer, et les pratiques énologiques viennent soutenir le potentiel du raisin pour le révéler. En particulier, il y a une pratique qui est couramment répandue dans les chais, qui est la macération post-fermentaire à chaud. Et dans le cadre de sa thèse soutenue en 2016, Blandine Crétin s'est intéressée à l'effet de cette pratique sur le goût. Pour cela, une expérimentation a été mise en place à partir de cuves, donc une expérimentation au chai, à partir de cuves à taille réelle, de Merlot, de Cabernet Sauvignon, qui avaient, après l'issue de la fermentation alcoolique, 2 barriques avaient été soutirées, 2 barriques avaient été écoulées de cette cuve, donnant ainsi une première modalité, modalité FA. Le reste de la cuve, qui était de grand volume, a subi une macération post-fermentaire à chaud pendant 10 jours à 30 degrés. Et on a obtenu une deuxième modalité après écoulage, qui était la modalité MPF. Cette deuxième modalité, c'est finalement le vin tel qu'il est. Celle-ci, la modalité FA, c'est le vin tel qu'il aurait été si la cuve avait été écoulée plus tôt, avant la macération post-fermentaire. Alors cela, ça nous a permis d'étudier l'impact sur le goût, et on a demandé notamment de noter la sucrosité et la perception de moelleux, alors même que les deux vins étaient complètement secs, sans plus de sucre dans le second que dans le premier. Donc les deux avaient des sucres nettement en dessous de leur seuil de détection. Et pourtant, on percevait une sucrosité, et cette sucrosité, elle était plus importante dans les vins issus de la modalité MPF, c'est-à-dire que la macération post-fermentaire semble augmenter le caractère sucrant des vins. Donc Blandine a cherché à comprendre l'origine de ce phénomène. Finalement, si on compare ces deux modalités, qu'est-ce qui les sépare? D'une part, l'autolyse des levures, puisque l'autolyse des levures a lieu dans le cas des rouges pendant cette macération post-fermentaire. Ensuite, le contact avec les parties solides du raisin, puisqu'avant l'écoulage, on a encore le marc constitué des pellicules, des pépins, voire des rafles. On a démontré qu'il y avait un effet de gain de sucrosité lié à cette macération post-fermentaire. Mais à quoi était-ce dû? Plutôt à l'autolyse des levures, plutôt au contact avec les parties solides du raisin? Pour répondre à cette question, on a préparé une troisième modalité, FA plus L, qui était en réalité la modalité FA, dans laquelle on a rajouté des levures amenées à être autolysées. On a ainsi pu étudier, en comparant les deux premières modalités, l'effet levure. Cela, ça a été réalisé dans le cadre de ma thèse, en collaboration avec la société Biolafort et plus particulièrement avec Virginie Moine. Et on a pu démontrer qu'il y avait des différences significatives entre ces modalités FA et FA plus L, qu'il y avait plus de sucrosité dans la modalité FA plus L. Donc on a démontré, on a une première réponse à notre question, que la sucrosité provenait en partie de l'autolyse des levures, et notamment on a mis en évidence le rôle d'une protéine de la levure HSP12. Une thèse qui a été soutenue récemment, la thèse d'Antoine Léger, a montré que la production d'HSP12 variait d'une souche de levure à une autre. Donc on a un effet potentiel de la souche de levure sur la sucrosité des vins, ce qui ouvre un certain nombre de pistes au niveau des applications. Ensuite, on a comparé les modalités FA plus L et la modalité MPF. Et là, de la même façon que précédemment, on a trouvé également une différence de sucrosité. Ce qui suggère qu'il y a aussi un effet du contact avec les parties solides du raisin, donc potentiellement la présence de composés sucrés dans les pellicules, dans les pépins éventuellement, voire dans les rafles. Pour les étudier, pour les rechercher,
Blandine Crétin a utilisé un extrait de pépins qui a été subi de différentes techniques séparatives, avec à chaque fois la dégustation qui était là pour nous guider jusqu'à isoler des molécules qui ont été identifiées. Elle a ainsi mis en évidence pour la première fois dans le vin un composé, c'était l'épidépéagé, qui possède un goût sucré à des concentrations faibles, et une autre molécule qui avait déjà été identifiée, la stilbine, qui est un composé phénolique et qui également possède un goût sucré. Alors Denis Dubourdieu disait que l'énologie, c'est comprendre pour agir. Et on a compris en identifiant des molécules, mais encore faut-il être capable d'agir. Et voici quelques illustrations avec ici une expérimentation qui comparait, ça a été fait, là c'est sur, je vous le présente sur du Merlot, ça a été fait également sur du Cabernet Sauvignon, deux techniques d'extraction. La différence, c'est les volumes de remontage qui ont été faits, avec 2 fois plus de remontage dans l'extraction forte que dans l'extraction douce. Et de façon assez paradoxale, on voit qu'il y a plus de composés sucrants dans l'extraction douce. Ce qui montre qu'en extrayant moins, on a plus de ces constituants, peut-être parce qu'ils sont refixés quand on extrait davantage ou parce que l'on va libérer d'autres constituants qui vont réagir avec eux. Là, on n'a pas l'explication à ce phénomène, mais la conclusion, c'est que lorsque l'on augmente les volumes de remontage, on risque de perdre en douceur par la diminution de ces constituants. Une autre application liée à une expérimentation qui a été faite en Bourgogne il y a quelques années, avec une comparaison de vinification en grappe entière et raflée pour les mêmes origines de raisin, pour lesquelles on ne voit pas de différence significative pour l'épidépéagé, mais pour lesquelles on voit une différence assez nette pour la stilbine. En effet, ce composé est localisé en partie dans la rafle, donc la rafle est susceptible d'apporter de la stilbine, donc d'avoir une incidence sur le goût du vin. C'est des travaux qui sont poursuivis dans la thèse conduite actuellement par Marie Lescanf, qui est financée par la chaire Denis Dubourdieu, justement, sur différents constituants dérivés de la stilbine. Vous voyez, ce qu'on appelle des isomères en chimie, c'est des molécules qui sont très proches, mais leur forme dans l'espace n'est pas exactement la même. Et on voit qu'on a identifié, Marie, dans le cadre de sa thèse, a identifié 3 nouveaux isomères de la stilbine dans le vin qui n'avaient pas été observés jusqu'à présent. On a pu les goûter avec des différences de sucrosité et les doser. Et on voit en particulier, en dosant sur plus d'un siècle d'un même cru, qu'il y a une tendance à une diminution de la stilbine, mais à une formation de néoastilbine avec le temps, qui est, elle, un peu plus sucrée que la stilbine. Donc là aussi, ça ouvre un certain nombre de perspectives sur le goût du vin et son évolution au cours du vieillissement. Le troisième point, donc on a démontré que la sucrosité pouvait provenir de composés de la levure, de composés du raisin, également de composés du bois de chêne. C'est un travail qui avait été initié dans le cadre de ma thèse, dirigé par Denis Dubourdieu, et on avait identifié plusieurs molécules du bois avec un goût sucré, les QTT. Et ces composés, il y a un effet de l'espèce significatif sur leur teneur. On en trouve davantage dans le chêne sessile que dans le chêne pédonculé de façon nette, et on a ainsi développé une méthode permettant d'identifier l'espèce de chêne sur la base de leur teneur en composés triterpéniques. Donc là aussi, des applications possibles en ce qui concerne le bois de chêne utilisé en tonnellerie et une sélection en particulier de l'espèce botanique. Je vais terminer cette présentation sur des perspectives, là aussi, qui concernent le bois, mais plus largement l'étude des composés du goût, avec une collaboration pour nous très intéressante avec le Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon, et notamment l'équipe du professeur, du docteur Loïc Briand, qui travaille sur des récepteurs, les récepteurs dont je vous ai parlé en introduction, les récepteurs gustatifs. Et là, l'idée est de mettre en parallèle des dégustations et d'une mesure d'activation de ces récepteurs gustatifs. C'est quelque chose qui a été fait dans le cadre de la thèse de Delphine Vinstel, qui est poursuivie actuellement dans le cadre de son post-doctorat. Et voici par exemple une illustration de différentes fractions de bois qui vont être soumises à ces récepteurs gustatifs, une forme de dégustation in vitro en quelque sorte. Et on voit qu'il y a une augmentation de l'activation pour certaines fractions. Et en particulier, un composé a été isolé par Delphine. C'est un composé qui est un composé amer. On le voit nettement ici avec une belle courbe d'activation des récepteurs gustatifs. Il est en cours d'activation et je ne doute pas, il est en cours d'identification et je ne doute pas qu'elle vous en présentera la structure prochainement. Donc ça, là, c'est également pour montrer comment l'énologie peut se nourrir des avancées dans différentes disciplines scientifiques qui vont permettre au final d'avoir des applications et des préconisations. Je vous remercie de votre attention. Je remercie en particulier tous les doctorants, postdoctorants, stagiaires qui ont contribué à ces travaux et bien sûr ceux qui les ont financés. Merci.
Merci Axel. Merci pour cette présentation très claire et très intéressante. On passe à la suite. Donc, Philippe Dariet, vous allez reprendre le micro. Vous êtes aussi donc enseignant-chercheur à l'université à l'ISVV donc de Bordeaux, et votre activité de recherche porte principalement sur la caractérisation des composés volatiles odorants des vins qui sont souvent présents à l'état de trace. Ces travaux nous aident à comprendre comment expliquer les arômes des vins, à quoi ils tiennent, ces arômes spécifiques de certains cépages. Et voilà, donc je vous laisse la parole, c'est à vous de nous donner quelques éclairages là-dessus. Je n'en doute pas. Voilà, merci. Merci Bertrand pour l'introduction. Donc, je vais maintenant vous présenter des travaux, une synthèse en fait de travaux assez généraux sur les composants du vin et leur lien avec la typicité aromatique des vins. Et en particulier, essayer de dégager ce que l'on comprend aujourd'hui de la typicité aromatique variétale en 2021 par rapport à un état de connaissance que l'on pouvait avoir il y a quelques années. Alors, d'abord, cette chose-là, c'est qu'il y a des travaux aujourd'hui qui sont conduits au sein de la chaire de Denis Bourdieu sur ce volet. Il est encore un petit peu tôt pour les présenter, hein, donc ce sera des travaux un petit peu plus généraux que je vais vous présenter. Alors d'abord, il y a deux mots qui sont importants, me semble-t-il, c'est le mot de typicité, le mot d'arôme variétal. Quand on parle d'une typicité, ça traduit, je crois que c'est vraiment un point important que l'on ait tous à l'esprit, un schéma psychologique de la perception qui est élaboré par un apprentissage, c'est-à-dire que la reconnaissance de l'identité d'un caractère aromatique dans le vin, de l'identité de la typicité d'un caractère aromatique dans les vins est associée au départ à un apprentissage, hein, ça prend du temps. Et ce que l'on comprend, et en particulier, ce sont des travaux qui ont été conduits ici à l'ISV par Frédéric Brochet, et des travaux qui ont été approfondis dans le cadre de nombreux tests, c'est le fait qu'il y a un processus de catégorisation qui s'effectue chez le dégustateur, construit par l'évaluation sensorielle des vins qu'il déguste au fur et à mesure de son expérience du vin. Donc ça, c'est un premier point, ce terme de typicité. Ensuite, bien sûr, la composante variétale, c'est une composante que l'on associe au cépage. Peut-être qu'on n'a pas toujours à l'esprit le fait que, paradoxalement, cette composante, à part dans des cépages que l'on appelle aromatiques, en partie le muscat, mais même c'est partiel aussi pour le muscat, cet arôme, il est souvent peu perçu dans le raisin. Et il y a ce phénomène remarquable qui est celui que cet arôme variétal est souvent révélé par la vinification, parfois par l'élevage, le vieillissement des vins, mais souvent par la vinification. Et bien sûr, donc, les choix qui sont faits par le vinificateur dans les modalités d'extraction des jus, dans les choix levuriens pour la réalisation des fermentations, dans les modalités d'élevage et de vieillissement des vins, de conservation des vins en bouteille selon les types d'obturateurs, vont énormément influencer la présence de cette typicité variétale, la valoriser éventuellement, mais aussi, rappelons-le, et ce sont beaucoup de travaux qui sont conduits aujourd'hui au sein de l'unité, au sein de l'IADV, en interaction de nos collègues des sciences de la vie, par rapport aux choix viticoles, et puis aussi, bien sûr, qui sont très dépendants de tous les paramètres qu'on associe au terroir, les facteurs naturels, et le climat et la nature du sol. Alors, derrière cette perception aromatique caractéristique, quelle est l'interprétation? Eh bien, au départ, on a des molécules. Hein, avec Axel Marshall, vous avez pu découvrir cette connaissance des molécules du goût. Bien, c'est la même chose avec les molécules associées à la caractéristique sensorielle des vins, au niveau aromatique. Il y a des molécules volatiles, souvent très nombreuses dans l'espace gazeux au-dessus du vin. Hein, parfois, ça peut être plusieurs centaines de composés. Ces composés sont bien sûr en très faible proportion dans l'espace gazeux. Ils sont d'abord présents dans la matrice vin. Ces composés vont être des stimuli pour notre système sensoriel. Hein, stimuli par une voie qu'on appelle orthonasale, avec une détection inconsciente qui va se dérouler au niveau de l'épithélium, puis du bulbe olfactif, ou bien sûr détection rétronasale. Et à partir du moment où il y a cette détection inconsciente, il y a un phénomène complexe de la perception qui se déroule d'une part de manière inconsciente dans notre cerveau, et puis après une interprétation qui est conduite par rapport à notre expérience de la dégustation, par rapport à notre schéma de catégorisation, hein, et notre expérience des modèles de vin, des modèles des vins les plus typiques. Voilà ce cadre-là. Donc on a vraiment un cadre complexe de la perception sensorielle, d'où l'intérêt d'approfondir aussi nos interactions avec le domaine des neurosciences qui nous aident à mieux comprendre ces phénomènes-là aujourd'hui.
Alors, derrière ces composants, en particulier quand on parle de l'arôme variétal, bien, il y a des molécules plus particulièrement rattachées au raisin et plus particulièrement rattachées à l'arôme de certaines variétés. Donc, listons-les rapidement. Les composants terpéniques associés à la composante florale des variétés muscatées, donc le muscat, mais aussi d'autres cépages. Les pyrazines avec le caractère poivron vert des cabernets et de ses parents, les carmenets, c'est un caractère sans doute à cause de l'évolution du climat que l'on retrouve de moins en moins. Les composés dérivés de carotène avec des notes de compote de pommes cuites, la bêta-damascénone, des notes de violette, qui n'est pas toujours perçues par l'ensemble des dégustateurs, ou même ces notes de kérosène, des vins de Riesling, sont des composants variétaux aussi. Et puis des travaux conduits par nos collègues australiens et puis renforcés par des travaux de notre collègue Olivier Geffroy à Toulouse ont montré le rôle de la rotondone, un composé avec des notes de poivre noir, composé pour lequel aussi tous les gens ne reconnaissent pas ce caractère. Et puis, il y a ce composant sur lesquels on a beaucoup travaillé à Bordeaux, les composants de type thiol, qui ne sont pas les composants exclusifs de l'arôme du Sauvignon blanc, hein, ça concerne beaucoup d'autres cépages blancs, de cépages noirs, et on va voir un petit peu quelques clés d'interprétation. Et puis, pour compléter, quelques composants dont on parlera à Alexandre Ponce, les furanones et les lactones. Alors, ces composants, d'abord, à la différence de ce que l'on pensait dans les années 90, parfois encore dans les années 2000, ils ne sont pas ou très rarement spécifiques d'un cépage, d'une variété. On retrouve l'ensemble de ces composants dans tous les cépages. Ce qui va changer, c'est les niveaux de concentration et donc l'impact sensoriel qu'un composant représentatif d'une famille peut avoir sur l'arôme global. L'autre point très important qui ne facilite pas la compréhension de l'arôme, mais c'est aussi le mystère de la nature qui est comme cela, c'est que ce sont souvent des composants présents à l'état de trace. On est souvent dans le microgramme par litre, voire dans le nanogramme par litre, et sans doute même qu'on est encore plus bas dans d'autres situations. Donc il y a encore beaucoup à creuser sur ces composants-là. Le paradoxe, c'est que malgré le fait que ces composants soient présents à d'aussi faibles concentrations, ils ont un impact sensoriel très élevé. Comme on l'a vu, la plupart de ces composants existent dans les raisins sous forme de précurseurs. Donc ça veut dire que la perception, la dégustation des baies nous révèle une partie seulement du potentiel aromatique de la variété. Donc ce sont des composés conjugués à la cystéine ou au glutathion, ce sont des dérivés de carotène dont j'ai parlé tout à l'heure, des glycosides sur lesquels beaucoup de travaux ont été conduits, mais aussi des composants lipidiques, des composants qui sont issus de réactions chimiques pendant la surmaturation, impliquant des sucres et des acides aminés, ce qu'on appelle les réactions de Maillard. Donc il y a toute cette diversité de composants d'arôme. Alors un exemple d'un travail qui a été fait il y a quelques années par Xavier Poitou dans le cadre d'une thèse de doctorat ici au niveau de l'unité de recherche œnologie, c'est l'eucalyptol. Alors ces notes mentholées, on les retrouve parfois dans les vins, et puis elles ont été beaucoup travaillées, ces notes mentholées, dans les vins australiens, les vins californiens, les vins chiliens, et nos collègues ont montré, avec plusieurs travaux qui ont été menés sur ce sujet, que ces composants d'arômes avaient principalement pour origine dans ces vins l'environnement des forêts d'eucalyptus, qui contiennent beaucoup de l'eucalyptol ou un 8-cineol. Ce composant diffuse depuis les feuilles dans les raisins et donc contribue à la composante aromatique des vins. Ce composant, l'eucalyptol, il va participer à une composante mentholée à partir d'une concentration relativement basse, c'est ce qu'a montré Xavier Poitou, à 0,7 microgrammes par litre, et ce caractère peut être renforcé quand parfois on a un caractère poivron vert dû au pyrazine. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on comprend bien que dans des cépages noirs, le 1,8-cineul, c'est aussi un composant variétal. Un composant variétal du Cabernet Sauvignon, du Merlot, du Fer-Servadou, d'autres cépages noirs. C'est quelque chose qui a été aussi compris par nos collègues de Cognac dans l'Uni Blanc, paradoxalement. Et c'est un composant qui, à la différence des monoterpènes, le linalol, le géraniol, qui ont plutôt tendance à s'accumuler pendant la phase de maturation, c'est un composant qui, là, va être dégradé progressivement et donc plutôt participer dans la composante aromatique des raisins récoltés à des stades un petit peu plus précoces, sans que pour autant ils ne soient pas mûrs, voilà, donc avec des notes de verdeur ou des notes qui contribuent à une certaine fraîcheur. C'est un exemple de travaux, donc, et il y a aujourd'hui beaucoup de prolongation de ces travaux d'identification de composés volatiles sur d'autres familles chimiques. Alors maintenant, la composante d'arôme et les composantes d'arôme variétal, c'est bien sûr des composants, mais aussi c'est des phénomènes complexes de la perception sensorielle. Et quand on s'intéresse à ce sujet-là, il faut considérer la réalité qu'on a abordée précédemment, c'est-à-dire les composés volatiles en mélange. L'arôme, ce sont des composés volatiles en mélange. Et donc, quand on a des composés volatiles en mélange, évidemment, ces mélanges vont produire au niveau de notre cerveau de nouvelles composantes d'arôme, des composantes d'arôme plus intenses, et ainsi de suite.
ça, c'est un sujet qui s'appelle les phénomènes d'interaction perceptive, qui est beaucoup étudié au sein de notre unité de recherche œnologie. J'en travaille, je travaille dessus, mais d'autres collègues qui travaillent aussi sur cette question. Et donc, ces phénomènes-là, on peut les résumer dans différentes configurations. Il y a d'abord des phénomènes quantitatifs, c'est-à-dire le fait que les composants soient en mélange, l'intensité sensorielle va être accrue. Paradoxalement, parfois avec des composés présents à des concentrations qui seuls n'ont pas d'odeur. Ensuite, il y a des phénomènes qualitatifs, c'est-à-dire que le mélange va conduire au masquage d'une des odeurs. Il peut y avoir un décomposé en mélange qui va masquer l'odeur d'un autre composé. C'est un phénomène que l'on observe parfois à la dégustation du vin. Un vin qui est un peu fermé, réduit, et puis qui va s'ouvrir parce que ce phénomène de masquage disparaît. Et puis il y a ensuite des phénomènes très intéressants qui sans doute sont importants dans le vin et qu'on commence à étudier, sont les phénomènes d'accord, c'est-à-dire le fait que plusieurs composants en mélange vont donner lieu à une nouvelle odeur en présence de l'odeur des composants à l'origine, mais parfois aussi une nouvelle odeur différente de celle que l'on a avec les composants pris séparément. C'est l'exemple d'un composé à l'odeur de fraise ou le composé et du composé avec l'odeur de caramel qui, en mélange, hein, c'est pas un cas de figure qu'on retrouve dans le vin, vont renforcer le caractère de l'ananas. Donc ces phénomènes-là, on en a quelques exemples dans le vin, avec les monoterpènes, c'est un sujet qui est connu depuis longtemps, mais qui a été remontré dans les eaux de vie de cognac récemment, avec les composants de type thiol. Les mélanges de thiol ont une intensité d'odeur qui est plus importante que les thiols pris séparément, donc les notes d'agrumes sont renforcées. Les lactones avec des odeurs de noix de coco, voire des notes de fruits surmûris, et donc ces caractères-là sont des phénomènes additifs, hein, les composés d'une même famille. Mais ça peut aussi concerner des composés appartenant à des familles différentes. Donc là, je vais changer un petit peu du sujet arôme variétal pour parler un peu des composantes d'arôme fermentaire, sujet beaucoup étudié par Jean-Christophe Barbe et d'autres personnes qui travaillent avec lui, hein, ces phénomènes par lesquels ces esters en mélange vont donner une intensité d'arôme accrue par rapport, et avec des tonalités nouvelles parfois, par rapport aux composants pris séparément. Mais c'est aussi le mélange entre des esters et un dérivé de carotène, la bêta-damascénone, entre des monoterpènes et la bêta-damascénone. Donc ces phénomènes sont divers et complexes. Alors je voulais vous parler brièvement de ce composant que l'on connaît bien dans le Sauvignon blanc qui donne des notes de pamplemousse, hein, ce composant qui est naturellement présent dans le pamplemousse, qui est naturellement présent dans le fruit de la passion, et donc et en même temps évoquer ce paradoxe. Ce paradoxe qui est celui que ce composant-là joue un rôle majeur dans l'arôme variétal des vins de Riesling, en renforçant les tonalités plutôt citronnées et les notes de pêche. Hein, donc, il n'y a pas grand-chose à voir directement avec le pamplemousse ou le fruit de la passion. C'est un composé qui participe aussi à l'arôme du petit et du gros mançat, certes avec des notes de pamplemousse ou de chenin, parfois moins marquées ces notes de pamplemousse. Et récemment, c'est aussi démontré, avec des travaux qui ont été conduits à la fois à Bordeaux et par nos collègues australiens, aux arômes de chardonnay. C'est un composant qui peut aussi contribuer à renforcer certaines composantes aromatiques fruitées dans les vins rouges de Bordeaux. Ce sont des travaux qui ont été conduits par différentes équipes qui sont mentionnées ici. Donc ça veut dire qu'un composant en tant que tel peut contribuer à générer d'autres tonalités aromatiques avec l'environnement dans lequel il se trouve, dans différents types de vins et donc différents types de cépages. Un autre exemple que je voulais apporter à votre connaissance, c'est un travail qui concerne les notes d'abricot dans les vins de Viognier. Donc c'est un travail que l'on a conduit en collaboration avec une collègue australienne, Tracy Seiberg, hein, s'intéressant aux arômes des vins de Viognier, donc des vins de Viognier australiens, mais aussi des vins de Viognier de la vallée du Rhône, avec ces notes d'abricot qui constituent l'une des notes bien reconnues dans les vins de ce cépage lorsqu'ils sont typiques, typés. Et avec ce paradoxe, par rapport aux travaux qui ont été conduits par Tracy en collaboration avec nous, qu'il n'y existe pas dans les vins de Viognier de composant qui ait cette odeur de l'abricot. Cette odeur de l'abricot, Tracy a pu mettre en évidence qu'elle résultait d'un niveau d'abondance plus important dans les vins de composants qui vont être des composants terpéniques, on en a parlé tout à l'heure, associés à un caractère muscaté, de composants aldéhydes avec des notes parfois plutôt qui sont autour de dimensions un petit peu de verdeur, parfois un petit peu d'agrumes, des composants de type lactone avec des notes à la fois de fruits surmûris et de noix de coco. Et ces composants pouvant être intégrés les composants du bois. Donc en fait, c'est ce mélange, d'après les éléments de corrélation qui ont pu être établis par Tracy Sermet, qui vont contribuer à générer ces notes abricotées dans les vins de Viognier. Eh bien, cette expérience, elle a été confortée par des travaux de reconstitution aromatique, c'est-à-dire que dans des vins,
relativement peu aromatiques. Ces différentes familles de composants ont été supplémentées et ces vins supplémentés ont été soumis à l'évaluation sensorielle de panélistes pour s'intéresser à la reconnaissance de ce caractère abricoté. Donc, ça a bien pu être démontré par le travail de Tracy Seiberg, le fait que les composants de type lactone, aldéhyde contribuent dans une certaine mesure au caractère abricoté, mais paradoxalement, ce caractère abricoté dans les vins lyonnais est fortement renforcé par les composants monoterpéniques que l'on connaît bien, linalol, géraniol, nérol, qui eux ont des odeurs florales qui sont bien connues. Donc il y a une construction de l'image sensorielle, vous le comprenez bien, qui s'effectue dans le contexte de l'élaboration de l'arôme variétal, qui est différente de l'odeur portée par chacun des composants. Et de fait, je vais conclure ma présentation, qui est un petit peu plus courte, en bien situant ce point que l'analyse, l'évaluation de la typicité variétale doit reposer aujourd'hui sur la considération d'un schéma plus complexe que celui que l'on admettait il y a encore une vingtaine d'années. Donc les composants clés, on ne remet pas en cause leur rôle, il est essentiel, mais avec ces composants clés, pour construire l'image sensorielle, en particulier dans des dimensions de typicité et d'identité, eh bien, il faut compléter par d'autres composants. Pour beaucoup d'entre eux qui restent à découvrir, hein, certains sont connus, on l'a vu avec l'exemple du Lyonnais. Et de fait, c'est un message qui nous semble être important à intégrer pour les vinificateurs par rapport au type de vin qu'ils veulent construire. L'objectif n'étant pas seulement d'exclusivement renforcer une des composantes caractéristiques de l'arôme d'un vin, aussi typique soit-elle, typiquement les composantes de type thiol dans les vins de certains cépages, mais aussi d'intégrer le fait qu'il faut associer d'autres composants. Et les leviers, eh bien, ce sont à la fois les choix viticoles qui sont faits par les viticulteurs, dans les dates de récolte, puis aussi, bien sûr, les modalités de la vinification et de l'élevage. Ensemble de choses que je n'ai pas le temps d'aborder maintenant et qu'on peut-être qu'on pourra aborder dans le cadre de questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Philippe de cette présentation qui nous a fait voyager jusqu'en Australie. C'est au tour d'Alexandre Ponce de prendre la parole. Alexandre, vous êtes chercheur donc à l'ISVV de Bordeaux, comme vos collègues. Votre spécialité, c'est la recherche et l'analyse des composés volatiles d'impact. Aujourd'hui, vous nous présentez les résultats d'un travail collaboratif intitulé « Le changement climatique et les arômes des vins rouges », un focus sur les arômes de fruits cuits. Voilà, vous allez nous expliquer aussi dans votre présentation comment agir sur ces notes de fruits cuits, entre autres par le choix de la date de récolte. À vous la parole. Merci Bertrand. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais remercier la chaire et le comité de sélection de la chaire pour me permettre de vous présenter aujourd'hui ce travail qui est issu d'une thèse et d'une collaboration avec mes collègues économistes, justement sur le thème de l'impact du changement climatique sur la formation des tonalités fruits cuits des vins rouges. Alors, avant de commencer, quelques mots sur les fruits cuits. Qu'est-ce que l'on entend par fruits cuits? Eh bien, les tonalités fruits cuits sont un mélange complexe d'odeurs rappelant le pruneau, la figue sèche ou encore la compote d'abricot. Ces tonalités aromatiques, on va les retrouver dans les vins, mais également dans les mous. Ces descripteurs servent d'ordinaire à décrire l'arôme des vins vieux, des vins rouges prématurément vieillis, c'est-à-dire, autrement dit, des vins rouges oxydés. Mais ces descripteurs sont retrouvés de façon plus fréquente ces derniers temps pour décrire l'arôme des raisins et l'arôme des mous. Alors, l'expérience et le retour de terrain nous ont permis de mettre en évidence 3 types d'origines. La première, c'est le mildiou, sous forme rode-brun, qui provoque un dessèchement précoce de la baie de raisin, qui va aboutir justement à la formation de baies totalement desséchées, qui vont conférer au mou des tonalités aromatiques particulières, rappelant justement le fruit cuit. Il y a bien entendu les phénomènes de surmaturation et les phénomènes de dessèchement. Et bien entendu, ces tonalités aromatiques que l'on va retrouver dans le mou vont également, par des mécanismes fermentaires, pouvoir être retrouvés dans les vins jeunes, et nous verrons justement dans quelle manière cela arrive. Alors,
lorsque l'on regarde de façon plus précise l'évolution aromatique du raisin, du mou et du vin au cours de la maturité, on peut s'apercevoir qu'il existe différentes phases. Alors bien sûr, ces différentes phases ont déjà été reportées par ailleurs, mais je me permets de vous les rappeler. Dès lors que le raisin est cueilli trop tôt, il va rappeler des odeurs de poivron vert, de lierre, et ces odeurs vont être conférées ensuite au vin. Lorsque le raisin était récolté à maturité, il est souvent peu expressif, mais c'est les fermentations qui vont révéler justement son potentiel aromatique. Et c'est à ce niveau de maturité que le niveau de complexité est le plus important, et c'est à ce niveau de maturité que la variété va vraiment se révéler. Dès lors que le raisin est récolté tardivement en état de surmaturité, il va développer des tonalités aromatiques rappelant les fruits cuits, et ce sont ces mêmes tonalités aromatiques que l'on va retrouver dans le vin jeune, et nous le verrons également dans le vin vieux. Alors bien sûr, à cette modification de l'arôme s'accompagne généralement d'une modification de la constitution moléculaire. Je vous donne ici à titre d'exemple un petit travail qui avait été fait avec un cru de Saint-Émilion où nous avions analysé une verticale. Donc ça, c'était en 2010 pour une verticale, des millésimes compris entre 98 et 2008, donc une décennie. Eh bien, durant cette décennie, nous avions pu observer que le vin, une augmentation en alcool de plus d'1 degré et une augmentation du pH de plus de 0,3. Donc en fait, cette observation à l'échelle locale, en fait, validait des observations beaucoup plus générales à l'échelle d'un territoire ou même d'un pays. Alors, cette analyse nous permet aussi de révéler que cette modification analytique, et qui s'accompagne d'une modification de l'arôme, révèle aussi une volonté à la fois locale, en lien très probablement avec des considérations esthétiques, mais également qui peut être aussi en lien avec une modification profonde du climat à l'échelle d'un territoire. Ainsi, à l'époque, et surtout pour ce qui est vrai pour les millésimes 2009 et 2010, au niveau d'une même appellation, il était courant, et il est encore courant, de déguster des vins qui sont à la fois marqués à des degrés divers par ces tonalités aromatiques. Et la fréquence d'apparition de ces tonalités aromatiques nous a suscité notre intérêt et a surtout suscité des collaborations avec nos collègues économistes avec qui nous nous sommes demandé en fait, mais pourquoi ces tonalités aromatiques suscitent auprès des vinificateurs un intérêt si particulier? Et peut-être pourquoi sont-elles aussi plébiscitées par les consommateurs? Eh bien, c'est sur la base de ces questions que nous avons commencé une collaboration pour essayer de mieux comprendre un petit peu, d'une part, eh bien, des relations simples qui pouvaient exister à l'échelle d'un territoire, d'une appellation, entre le prix de sortie d'un cru et sa tonalité aromatique fruit. Bien, cette petite expérience, nous l'avons conduite en 2014 pour le millésime 2010. Et les vins que nous avions achetés étaient des vins essentiellement à base de merlot, à plus de 80% de merlot. Eh bien, au sein d'une même appellation, il était très intéressant, très enrichissant de remarquer qu'il y avait une très bonne corrélation, il existait une très bonne corrélation entre l'intensité moyenne des notes fruits cuits et le prix. Donc, on se rend compte ainsi de l'intérêt majeur de produire des vins avec ces tonalités aromatiques. Alors ensuite, nous avions voulu essayer d'aller un petit peu plus loin pour nous poser la question de la stabilité des préférences et de la consommation durable de ces vins est-elle réaliste? Eh bien, pour répondre à cette question, nous avions fait appel avec toujours nos collègues économistes à des groupes de consommateurs auxquels nous avions demandé d'évaluer le CAP, donc le consentement à payer, c'est-à-dire en somme le prix qu'ils sont prêts à payer pour acheter ces vins. Et nous avions soumis 2 types de vins, l'un marqué par des nuances fruits cuits, donc très riche en alcool avec un pH un peu plus faible, et un vin marqué par des nuances fruits frais. Et on voit que lorsque les consommateurs dégustent ces vins, eh bien, ils plébiscitent le vin rouge marqué par des tonalités fruits cuits. Nous avons réalisé la même expérience avec un groupe 2 pour lesquels nous avons procédé à nous avons habitué les consommateurs à ces vins-là, c'est-à-dire qu'ils ont dégusté au préalable ces vins et ensuite nous leur avons demandé justement leur consentement à payer. Dans ce cas-là, et c'est très intéressant, les résultats sont contrastés, ce qui signifie que
De façon spontanée, les consommateurs préfèrent les vins aux nuances fruits cuits. C'est l'effet flatteur de ces tonalités aromatiques qui sont intenses. Mais après une consommation modérée, les préférences sont mitigées, ce qui questionne de façon profonde la consommation à long terme et la préférence à long terme de ce type de vin. Eh bien, ce sont ces travaux qui ont bien sûr suscité notre intérêt et surtout exprimé le besoin d'une meilleure compréhension, cette fois-ci au niveau moléculaire, de justement la connaissance des déterminants moléculaires, de ces tonalités aromatiques. Alors bien sûr, ce projet a consisté à identifier des nouvelles molécules, mais également de développer des méthodologies permettant leur quantification. Et bien sûr, adossé à cela, tout un travail d'analyse sensorielle a permis, on va le voir, d'établir leur contribution organoleptique. Et tout ceci pourquoi? Tout ceci pour nous permettre d'évaluer, de sélectionner des paramètres œnologiques d'intérêt et permettant justement de mieux maîtriser, de mieux prédire la formation de ces tonalités. Alors, à tout travail de caractérisation, tout travail de caractérisation s'adosse généralement à une expérience simple. Cette expérience a été conduite justement au laboratoire et elle consistait à comparer l'intensité des tonalités fruits cuits perçues dans les raisins et les vins et rechercher une corrélation entre ces tonalités aromatiques. Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus facile d'identifier une molécule dans du raisin que dans du vin, la complexité du raisin étant beaucoup plus faible que celle du vin. Eh bien, cette première expérience nous a permis justement de montrer qu'il existe bien une corrélation entre le fruit cuit du raisin et l'intensité du vin. C'est-à-dire que dès lors que le raisin est entre guillemets cuit, eh bien le vin jeune va développer ces mêmes tonalités aromatiques. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais des techniques analytiques performantes et sophistiquées nous ont permis, donc impliquant la chromatographie gazeuse couplée à l'olfactométrie et la spectrométrie de masse, eh bien, l'utilisation de ces techniques nous ont permis d'identifier de nombreuses zones odorantes et 8 composés ont été identifiés. Alors, ces composés appartiennent à différentes familles chimiques et nous avons ensuite développé une méthodologie permettant leur quantification. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement à 3 d'entre elles, le furanéol, la 1,5-octadiène-tron à odeur de géranium et la gamma-nonalactone à odeur de pêche cuite. Alors, voici le résultat des dosages de ces 3 molécules dans des mous marqués ou non par des tonalités fruits cuits et on verra après des vins. Alors, pour ce qui est de la 1,5-octadiène-tron à odeur de géranium, on voit de façon très nette que les mous marqués par des tonalités fruits cuits sont très riches en ce composé. On remarque un impact beaucoup plus modéré pour le furanéol et un impact non significatif pour la gamma-nonalactone. Alors, ce qui est intéressant avec cette molécule qui sent géranium, c'est que nous avons montré qu'il existait en fait une concentration optimale à partir de laquelle, ou au niveau de laquelle plutôt, eh bien, cette molécule contribuait aux tonalités de fixe-sèche. On voit ici sur ce graphe que lorsqu'on ajoute la 1,5-octadiène-tron à un mou, eh bien, c'est entre 64 et 96 nanogrammes par litre que cette molécule confère au mou des tonalités de fixe-sèche, alors que pour des concentrations plus importantes, c'est bien l'odeur de géranium qui va dominer. Ensuite, quelques résultats sur les vins. Alors bien sûr, la 1,5-octadiène-tron étant instable, la fermentation alcoolique la réduit, donc elle n'est plus détectée dans le vin jeune. En revanche, on peut remarquer que le furanéol et la gamma-nonalactone sont retrouvés à des quantités très importantes dans le vin jeune, dès lors qu'il est marqué par des tonalités de fruits. Et on s'est demandé alors si, sachant que ces 2 molécules pouvaient être retrouvées à des quantités importantes, si seules ou on va dire de façon concomitante, elles pouvaient moduler l'arôme du vin. Et bien pour cela, nous avons supplémenté un même vin rouge de quantités croissantes de gamma-nonalactone et de furanéol. Eh bien, on voit que c'est le mélange de ces molécules qui permet de retranscrire le plus fidèlement possible la tonalité fruit cuit. Eh bien, c'est cette expérience qui nous a permis de faire le lien, justement, le lien au niveau sensoriel et moléculaire entre composés d'arômes et puis arômes fruits cuits. Partant de ces nouvelles connaissances, nous les avons appliquées justement à des problématiques de terrain qui étaient, voilà, quel est l'impact de la date de récolte sur l'arôme et la composition du vin.
Pour répondre à cette question, nous avions mis en place à l'époque, avec mon étudiante en thèse, Lucille Alamy, une expérience qui consistait à récolter des raisins à intervalles réguliers, de les vinifier au laboratoire, de suivre l'évolution de l'arôme par des séances d'analyse sensorielle et de doser la gamma-nonalactone. On voit très bien qu'au cours de la maturation, le caractère végétal diminue et le caractère fruit cuit augmente. Il augmente surtout entre la date 3 et la date 4. Ces résultats d'analyse sensorielle sont confortés par les résultats de la gamma-nonalactone, alors qui, comme précédent, est peu impacté par et peut retrouver des concentrations faibles dans le mou, mais il retrouve des concentrations parfois importantes dans les vins marqués par ces tonalités aromatiques. Ce qui confirme bien, on va dire à l'échelle du terrain, que ce composé est un composé intéressant à suivre pour prédire l'arôme du vin rouge. Alors, cette molécule, elle est très intéressante, bien sûr d'un point de vue sensoriel, mais on a montré qu'elle était très intéressante parce que elle pouvait être aussi un bon marqueur a posteriori des conditions de maturation. Lorsqu'on regarde l'analyse de plusieurs millésimes successifs, on voit que ce soit Pomerol ou Allende Pomerol, eh bien c'est le millésime 2003 qui présente les teneurs en gamma-nonalactone les plus importantes, largement au-dessus du seuil de détection. Donc on voit cet effet à long terme d'un stress thermique. Nous avions reproduit la même expérience sur un cru de Napa qui, eux, subissent des stress thermiques, on va dire quasiment beaucoup plus fréquemment que chez nous. Et nous avions, là je vous reporte les résultats justement de millésimes successifs compris entre 2001 et 2015. Donc globalement, les teneurs en gamma-nonalactone dans ce cru sont beaucoup plus importantes qu'à Bordeaux. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est 3 millésimes un peu singuliers, 2007, 2010 et 2011. 2007-2010, il y a eu une grande vague de chaleur. Quand je dis vague de chaleur, c'est près de 40 degrés, une semaine ou 15 jours avant la date de récolte. Donc, on voit aussi l'impact très fort de cette vague de chaleur sur la teneur en gamma-nonalactone. À l'inverse, le 2011 était caractérisé par un millésime très frais et humide. Et on voit que c'est le millésime qui a les teneurs en gamma-nonalactone les plus faibles. Et à l'inverse, quand on regarde l'IBMP, qui est le marqueur du caractère végétal, c'est le millésime qui présente les teneurs en IBMP les plus importantes. Donc, on voit très bien que à la fois les millésimes chauds et frais modifient de façon durable et singulière l'arôme des vins au cours de leur conservation en bouteille. Et ainsi, on peut se rendre compte que, en quelque sorte, le vin vieux qui va susciter une émotion auprès du dégustateur qui est attentif, eh bien, est également une sorte de livre ouvert sur le passé et sur le temps qu'il a fait. Et pour nous, chercheurs, c'est un moyen très intéressant de pouvoir suivre l'évolution du climat, justement, en analysant des vieux millésimes. Et justement, en parlant du passé, je vous propose de faire un petit saut en arrière avant de conclure cette présentation. Un petit saut en arrière d'un petit siècle, on va dire, à l'époque où la vinification de raisins flétris était une industrie, c'est-à-dire que les raisins du bassin méditerranéen étaient ramenés en France, dans le sud de la France, étaient flétris, pour produire du vin tout au long de l'année. Donc, une industrie qui permettait de produire du vin jeune de septembre jusqu'au mois d'août. Alors, bien sûr, cette industrie a posé beaucoup de problèmes, et notamment, je vous ai mis ici à titre d'exemple des manifestations, justement, des viticulteurs montpelliérains qui s'étaient soulevés à l'époque contre cette pratique qui était totalement, on va dire, contre-naturelle de leur point de vue. Alors ceci, c'est intéressant parce que ça nous renvoie à une question d'actualité sur la présence de raisins flétris, sur la qualité sensorielle, la qualité organoleptique, l'équilibre sensoriel des vins que nous produisons. Alors, la question qui était posée, c'était justement quel est l'impact sensoriel de la vinification de raisins flétris et surtout la notion de seuil de détection et de tolérance, seuil pour lesquels nous avons tenté d'apporter des éléments de réponse. Et pour cela, nous avions mis en place l'expérience suivante qui consistait à vinifier des raisins de merlot supplémentés en quantité croissante de raisins flétris. Après fermentation alcoolique et malolactique, ces vins étaient dégustés et nous avions dosé la gamma-nonalactone. Et voici les résultats que nous avions obtenus. Eh bien, on voit que d'une part, le marqueur que nous avons identifié est un bon marqueur permettant de prédire en quelque sorte la tonalité fruit cuit, parce que
à des concentrations dépassant la centaine de microgrammes par litre, je vous rappelle que le seuil de détection est 27 microgrammes par litre, on voit très bien que cette molécule va contribuer de façon prépondérante à l'arôme des vins. Eh bien, nous avions également aussi travaillé sur un seuil de différenciation et nous avions pu montrer que en dessous de 5%, eh bien, la vinification de baie flétrie n'entraînait pas de modification importante de l'arôme des vins. Donc voilà, pour conclure sur ce travail, j'espère que vous avez compris que voilà, aujourd'hui, nous disposons de nouveaux marqueurs moléculaires pour prédire et pour expliquer les tonalités fructueuses des raisins et des vins. J'espère que vous avez aussi pu toucher du doigt l'importance de la date de récolte. Je pense que vous en avez conscience, mais que l'impact à long terme de la date de récolte sur la qualité sensorielle des vins est très importante. Et toutes ces connaissances sont très encourageantes pour demain pouvoir prédire de façon plus fine l'arôme du vin par l'analyse des mots. Et pour finir, les nouveaux outils analytiques que nous avons développés permettront demain aussi d'affiner la sélection de nouvelles variétés. Il y a une plus grande résilience vis-à-vis des périodes de sécheresse et de fortes températures. Et bien sûr, au final, d'étudier plus finement les paramètres agronomiques stratégiques permettant de mieux contrôler la qualité sensorielle des vins rouges. Alors voilà, j'en ai terminé. Je voudrais vous remercier pour votre attention et puis je voudrais aussi remercier deux acteurs principaux de ce travail qui sont mon employeur, la tonnellerie Seguin-Moreau, et également le Château Latour qui s'était fortement impliqué, qui était très intéressé par ce projet et qui a été très moteur justement dans la genèse et l'aboutissement de ce projet. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Alexandre, pour cet exposé très clair qui nous a aussi fait comprendre l'intérêt de combiner les approches scientifiques. Donc, avant de passer la parole à Ruth Ornedo-Ortega, je vous invite aussi donc à tous nos participants. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas. Vous avez une fonction dans la palette qui est dédiée à cela. Nous y répondrons et si nous ne pouvons pas y répondre dans l'immédiat, tout de suite après la dernière intervention de Ruth, nos intervenants se sont engagés et s'engagent à vous y répondre. Alors n'hésitez surtout pas à le faire. Voilà, donc la parole maintenant au docteur Ruth Ornedo-Ortega. Vous êtes aussi enseignant-chercheur donc à l'ISVV. Vous êtes une spécialiste de la chimie des anthocyanes et des autres polyphénols et de leurs propriétés biologiques. Voilà, donc actuellement, vos travaux portent sur les interactions entre les protéines de la salive et les anthocyanes du raisin et du vin pour déterminer si ces anthocyanes sont astringentes. Et il semble bien que vos travaux laissent penser que c'est bien le cas. Alors, expliquez-nous vos découvertes. Merci. Merci beaucoup. J'ai un petit souci parce que je ne vois pas ma présentation maintenant. Je ne sais pas si je n'ai pas cliqué quelque part, mais je ne le vois pas. Désolée. Vous voyez ma présentation? Ouais. Parce que je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je ne la vois pas. Je me vois moi-même, mais pas ma présentation. D'accord. Ça ne va, on va pas tarder à résoudre le problème. Okay. Donc, notre régie s'en occupe. Voilà. Donc, désolée, en fait, oui. Vous travaillez sur ce sujet donc depuis. Peut-être vous pouvez nous présenter avant de commencer directement. Ouais. Bon, merci beaucoup Bertrand pour votre présentation. Aujourd'hui, ouais. Vous voulez me dire quelque chose? Oui, c'est un travail que vous avez démarré quand alors? Exactement, c'est un travail que j'ai démarré à peu près en janvier de cette année. Et en fait, voilà, c'est un travail très récent. On va voir des suites et je vais vous expliquer. Un travail aussi très fondamental, donc j'ai essayé quand même de simplifier la chose. Et on va parler notamment sur les goûts des anthocyanes dans les prochaines 15 minutes, si possible. D'accord. Non, mais je ne doute pas que ça va être possible. On va y arriver. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui vous a laissé penser alors que les anthocyanes pouvaient avoir donc un goût, puisque pour l'instant… Oui, il y a déjà certaines études depuis l'année 2004 qu'on verra des suites, qui sont déjà montrées qu'il y avait un petit goût peut-être, petit goût. On va parler surtout d'astringents des anthocyanes, je veux dire. Donc, depuis l'année 2004, il y a certaines études qui ont été faites, mais bon,
c'était encore des études très controversées. Donc, Oui. c'est des études plus récentes, notamment ici au sein de l'ISVV. C'est des études qui sont servies de base pour continuer ces recherches sur l'astringence de ces composés-là. Ouais. D'accord, d'accord. Et en fait, ce sont des travaux qui ont commencé sur les anthocyanes du raisin ou d'autres fruits, d'autres… Non, en fait, moi particulièrement, je travaille oui. sur les anthocyanes et les différents anthocyanes dans les raisins qui, bien évidemment, on va retrouver après dans les vins. Voilà. Bien sûr. Je pensais en fait aux travaux donc, dont vous vous inspirez. Est-ce qu'on sait déjà que si les anthocyanes d'autres plantes, d'autres fruits ont une saveur, ont un goût? Je pense, selon mes connaissances, je sais pas, je pense pas. Hein. Honnêtement, je pense pas. J'ai pas regardé par rapport à des autres fruits, même si j'ai travaillé quand même avec des autres fruits riches en anthocyanes, mais je sais pas en fait, mais je pense pas. Hein. D'accord. Je sais. Maintenant, je me suis pas intéressée à ça parce que je travaille sur les vins, hein, mais je pense que ça va être aussi intéressant. Hein. Très bien, très bien. Donc, d'accord. Je vais juste parce qu'il y a un petit message qui s'affiche là. Donc, on est désolé pour afficher ce écran. contretemps. Ouais, d'accord. Afficher. J'y arrive pas. C'est très bizarre par contre. Là, vous voyez rien, non? Je vous vois, mais pas votre présentation. Parce qu'apparemment, ma présentation est affichée, donc je ne comprends pas. Ruth, on voit votre présentation là, allez-y. Hein. C'est bon, voilà, donc parfait, je le vois là. Désolée pour cette petite inconvénient. Voilà, là, je le vois. Parfait, c'est bon, ok. Bon, bonjour à tous, hein. Merci encore Bertrand pour votre présentation aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu des goûts des anthocyanes. Et donc, pour commencer, les anthocyanes, comme certainement vous le savez, c'est des pigments solubles dans l'eau qui vont avoir une couleur rouge, violette ou bleue. Et ils sont responsables de la couleur des feuilles, fleurs et fruits. En fait, ces anthocyanes, on va les retrouver, ils sont localisés dans les pellicules des raisins et ils vont passer au vin lors de l'étape de macération vers les mous en fermentation. Donc, ces composés-là, il y a plus de 600 anthocyanes qui ont été déjà décrits dans la nature. Et ici, dans cette diapositive, vous voyez un petit peu la structure chimique des bases d'un anthocyan. Donc, vous pouvez voir, il y a 3 anneaux aromatiques. Et après, on va voir des groupes hydroxyles attachés, ça que vous voyez ici comme H, attachés à différentes parties de la molécule. Et aussi, on va trouver surtout un sucre, ici un glucose, attaché à la structure. Donc, les différents types d'anthocyanes, on va trouver différents types d'anthocyanes selon les groupements qu'on va trouver ici en R1 ou R2, pardon. Donc, finalement, dans les vins et dans les raisins, on va trouver 5 anthocyanes majoritaires, la cyanidine, delphinidine, péonidine, pétunidine et malvidine. Mais, ça que c'est vraiment très important aussi, c'est qu'on peut avoir un niveau de complexification un petit peu plus important parce qu'à cette glucose que vous voyez ici, il y a différents groupes qui peuvent s'attacher, comme par exemple, ici en jaune, un groupe acétyl, ou même un acide coumaroïl, ici en rouge, qu'on verra plus tard. Donc, même si ces détails chimiques, ils peuvent vous paraître très complexes, c'est vraiment important pour comprendre après la suite de ma présentation. Ici, dans cette diapositive, vous pouvez voir un chromatogramme où on voit 15 pics, donc c'est les 15 anthocyanes des pellicules des raisins, donc notamment du cépage Cabernet Sauvignon. Donc ces 15 anthocyanes, on peut les diviser après dans 3 familles différentes. Donc ces 3 familles sont les premières à sortir ici dans les chromatographes, c'est les anthocyanes glucosylés, donc c'est la structure de base que je vous ai présentée plus en glucose. Ensuite, les anthocyanes acétylés, donc exactement les mêmes que celles d'avant, mais avec l'acide, un groupe acétyl attaché à la glucose. Et finalement, les anthocyanes coumaroylés, cette fois, ça va être l'acide coumarique qui va être attaché à cette glucose-là. C'est pour ça, et c'est ça que je veux que vous gardez dans votre tête, c'est que les anthocyanes, on va trouver des anthocyanes de moins complexes à plus complexes. D'accord? Donc, en commençant par les glucosylés et plus complexes, comme finalement les coumaroylés.
Une caractéristique unique de ces molécules-là, c'est sa sensibilité au pH, c'est-à-dire que les anthocyanes ils vont exister dans la nature selon, ils vont porter différentes couleurs selon son pH. Donc, par exemple, on a la forme rouge que vous voyez, que j'indique ici, mais au fur et à mesure on monte le pH, on va trouver les anthocyanes dans sa forme bleue, en couleur et même jaune. Au pH du vin, c'est-à-dire entre 3 et 4, on va avoir un mélange des anthocyanes, un mélange des différentes formes des anthocyanes, donc un mélange des anthocyanes dans sa couleur rouge, bleu et en couleur. C'est pour ça que quand on voit un vin jaune, qui la couleur elle est plutôt rouge-violet, c'est comme ça parce qu'il y a un mélange de ces anthocyanes, de la forme rouge et de la forme bleue. C'est pour ça qu'on retrouve en couleur plutôt violet. Même si je sors un petit peu de l'analogie, vous pouvez voir ici un exemple très visuel. Les hortensias sont aussi des fleurs, donc dans les pétales des hortensias, il y a des anthocyanes. Et on a les mêmes effets, c'est-à-dire que selon les pH du sol, les hortensias ils vont être bleus, violets ou roses selon ces pH. Donc même si je sors un petit peu en dehors de l'analogie, je voulais quand même mettre cet exemple parce que je pense que c'est bien visuel de l'influence, de l'impact du pH dans les anthocyanes. Et pour finir avec cette introduction, je voulais aussi parler un tout petit peu de la réactivité des anthocyanes. C'est-à-dire les anthocyanes, c'est des molécules aussi peu stables et très réactives. Et pendant les premiers mois d'élevage dans les vins, il va y avoir une chute énorme de la concentration en anthocyanes. Et si on analyse un vin de 1 à 12 ans, on va voir qu'il n'y a plus d'anthocyanes. Par contre, les vins, ils continuent à être colorés. Donc voilà, comment on peut expliquer que les vins, il a toujours en couleur. En fait, ce phénomène, on peut l'expliquer car les anthocyanes, ils vont s'entraider entre eux, c'est-à-dire ils vont se combiner les uns à les autres, ou ils vont chercher des copains, comme les tanins, pour se combiner à eux. Et ces phénomènes, on les connaît comme le phénomène de copigmentation. Cette copigmentation, il va être responsable de la stabilisation de la couleur, mais aussi de l'augmentation de la coloration. Donc, bon, maintenant, je parlais voilà, des anthocyanes, du pH, des couleurs, mais est-ce que les anthocyanes ils peuvent être aussi avoir une certaine contribution au goût? Pour à ce moment-là, je dois dire aussi que, bon, même si ma présentation il s'appelle les goûts des anthocyanes, en fait, je ne vais pas parler des goûts, je vais parler de l'astringence des anthocyanes, que ce n'est pas un goût, c'est une sensation. Donc, j'espère que vous n'êtes pas déçus. Maintenant, on va parler surtout de l'astringence, que c'est une sensation des anthocyanes. Si on rentre un tout petit peu en détail sur l'astringence, on va les percevoir comme un mélange de sensations qui vont inclure un sécheresse, un resserrement et des sensations de plissement dans la cavité buccale. Même si cette sensation, c'est une sensation que, bon, on est en train d'étudier encore, on connaît déjà des choses, mais pas tout. Il y a différents mécanismes responsables de ces sensations-là. Et les premiers mécanismes les plus acceptés, c'est en fait l'interaction et la précipitation des protéines salivaires et notamment les protéines riches en proline. C'est ces protéines-là les responsables de l'astringence par les tanins. Donc, comme ici, vous voyez dans la petite diagramme, on va voir l'éthanol qui va se complexer, il va former un complexe avec les protéines riches en proline. Et après, on va voir un agrégat insoluble qui va être responsable de la manque, de la limitation de la lubrification salivaire. Mais aujourd'hui, on connaît aussi un autre deuxième mécanisme aussi intéressant, que c'est carrément l'interaction directe des tanins avec ces protéines riches en proline. Ils vont se lier aux cellules de la muqueuse et on va avoir un frottement beaucoup plus important. Donc, il y a deux mécanismes responsables de ces sensations-là. Mais qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce que c'est le lien entre les anthocyanes et l'astringence? En fait, c'est un sujet toujours un petit peu controversé, mais je dois dire que les premières études datent de l'année 2004. Et déjà, dans ce moment-là, il y a certaines études qui ont montré que les anthocyanes, ils sont des attributs d'astringence, comme sec, rugueux, creux ou persistant. Et plus récemment, des collègues de l'université de Porto, ils ont montré que la malvidine 3-glucosylée, que c'est l'anthocyane majoritaire de raisin et du vin, il est capable de former des complexes avec des protéines salivaires. Donc, on avait déjà des autres indications. Et finalement, ici, au sein de l'ISV, c'est le travail de Maria Paisoni, elle a montré
que c'est les anthocyanes coumaroyl glucosylés, donc c'est là que je vous expliquais précédemment, les anthocyanes les plus complexes, c'est lui qui était perçu comme plus astringent et c'est lui aussi qui va interagir plus avec les protéines salivaires. Donc, de toute façon, il faut tenir en compte que c'est vraiment un des travaux très, très récents. Donc, pour rentrer un petit peu plus en détail sur les résultats de Maria, de Paisoni, de la personne qui a fait ça au sein aussi de l'ISVB. Donc, elle a travaillé avec des pellicules du cépage Nebbiolo et Barbera, que c'est du cépage de l'Italie. Elle a fait une extraction classique des anthocyanes. Et ensuite, elle a utilisé une technique innovante, que c'est la technique qu'on appelle la CPC. Et cette technique-là, c'est une technique de séparation qui va nous permettre de fractionner un extrait complexe. Et elle a réussi à séparer, donc en fraction glucosylée, il y avait 5 anthocyanes, en fraction acétylée avec 5 anthocyanes aussi, et finalement en fraction coumarolée. Donc, chacune de ces fractions, elle a mélangé chacune de ces fractions avec des protéines salivaires. Elle a analysé ses résultats et en fait, elle a trouvé que c'est effectivement la fraction coumarolée, celle-là qui interagit le plus avec les protéines salivaires et il provoque à peu près un 13% de précipitation. Donc, effectivement, c'est ces fractions-là la plus réactive, celle-là qui interagit le plus. Et ensuite, ces 3 fractions aussi, ils ont été dégustés ensemble et séparément. Et on a pu confirmer aussi que les seuils de détection pour la fraction coumarolée, c'était les seuils plus basses. Donc finalement, c'était aussi la fraction perçue comme plus astringent. Donc finalement, ces travaux, ils sont servis de base pour des nouvelles études au sein de l'ISVB et avec notamment un projet que j'ai porté et qui était financé pour la chaire Denis de Bourdieu qui avait pour titre « Étude du mécanisme d'interaction anthocyanes protéines riches en proline ». Donc, l'objectif de ces projets-là qui a débuté, comme je disais précédemment, en janvier de cette année, l'objectif de ces projets, c'était d'aller un petit peu plus loin. Ils cherchaient vraiment on va dire, les côtés mécanistiques, donc l'interaction spécifique entre les anthocyanes ou les différentes familles des anthocyanes et les protéines riches en proline. Je répète, c'est les protéines responsables de l'astringence. Donc, pour cela, et pour voir un petit peu la différence entre le travail de Paisoni et mon travail là, elle a travaillé avec un mélange de protéines et elle a travaillé aussi avec un mélange de différentes fractions des anthocyanes, mais c'est un mélange des anthocyanes. Moi, dans mon cas, dans le cas de mon projet, on a travaillé avec les composés purs, c'est-à-dire à chaque fois un anthocyane différent, et on a travaillé directement avec des protéines riches en proline, voire même en petite fraction, un petit fragment, on va dire, d'un protéine riche en proline pour aller chercher un petit peu plus loin et pouvoir démontrer ces interactions spécifiques. Donc, bien évidemment, il y a 2 choses essentielles dans ces projets. D'abord, purifier ces composés, c'est-à-dire avoir à chaque fois un composé pur, toute seule, pas un mélange de ces composés. Donc, on a utilisé la CPC encore une fois, mais après, on a ajouté une étape de purification pour obtenir ces composés séparément et purs. Et ensuite, on a développé aussi, on a pu mettre à point un petit protocole pour, à partir des salives humaines, pouvoir récupérer que les protéines riches en proline. Et ensuite aussi, on a travaillé avec une entreprise à l'Université de Bordeaux, Simbec, qu'on a pu discuter avec eux et ils nous ont synthétisé un petit fragment des protéines riches en proline pour pouvoir chercher un petit peu plus loin. Donc, 3 approches, on a sélectionné 3 approches pour pouvoir évaluer cette interaction spécifique, donc la spectrométrie des masses, la RMN, et finalement, on a fait aussi un test salivaire avec ces protéines riches en proline. Concernant les résultats de la spectrométrie des masses, je dois dire aussi que la spectrométrie des masses, c'est une technique qui va nous permettre de savoir la quantité de molécules ou la quantité d'anthocyanes qui va s'additionner à les peptides modèles. Donc ici, j'ai simplifié les résultats et comme vous pouvez voir, donc on va avoir 3 molécules de malvidine 3 glucosylées qui vont se fixer à un peptide. On va avoir une molécule de malvidine 3 acétylée qui va se fixer au peptide. Et finalement, par contre, pour la malvidine 3 coumarolée, on voit qu'il y en a 4 molécules qui vont se fixer à un peptide.
Donc, ces résultats, ça nous sert à confirmer à niveau plus moléculaire les résultats que Maria Pacioni et là-haut sur la partie plutôt sensorielle. Donc, c'est des résultats, ça nous confirme à niveau moléculaire ça qu'elle a déjà vu. Ensuite, pour la partie RMN, c'est une partie très intéressante. Je ne rentrerai pas trop en détail, mais on a mis au point pour la première fois à l'ISVB un variant, on va dire, de la RMN, la STD-RMN, que c'est une technique qui va nous permettre de quantifier la force d'interaction entre l'anthocyan et les peptides. Et grâce à ces techniques-là, on peut faire, il y a différents algorithmes à utiliser et on va pouvoir avoir une valeur, que c'est ça qu'on appelle les KD. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus petites c'est ces valeurs-là, plus petites c'est les KD, plus forte c'est l'interaction. Donc, concernant les résultats, on peut voir que les KD calculés pour la malvidine 3 glucosylée étaient de 16,3 à peu près. Pour la malvidine acétylée, par contre, vous voyez, il a un KD c'est un KD énorme, très grand. Donc, c'est un KD de 4 fois 10 puissance 14. Cette indication, cette valeur, ça nous indique que vraiment, cette composé, il n'interagit pas avec les peptides modèles. Et finalement, pour la malvidine 3 coumarolée, on a pu observer que les KD, il était certes inférieur à celle-là observée pour la glucosylée, donc inférieure à 16, mais on n'a pas pu déterminer précisément cette valeur-là, car en fait, vous voyez ici, la malvidine 3 coumarolée, la malvidine coumarolée glucosylée, elle précipite à des concentrations élevées, elle précipite très fortement. Vous voyez ici dans les tubes la précipitation de ces composés-là. Donc, même si dans ma première diapo, je vous ai dit, bon, les anthocyans sont des pigments solubles dans l'eau, voilà, et je peux vous dire aujourd'hui que pas tous les anthocyans sont solubles dans l'eau. Donc, voilà, on pourrait même changer un petit peu la définition d'anthocyan qu'on connaît aujourd'hui. Finalement, et pour la troisième approche, c'est de faire un test salivaire. Et pour ce test salivaire, comme je vous ai dit précédemment, on a développé un procès, on va dire, qui nous a permis, à partir des salives humaines, de récupérer que les protéines riches en proline. Et ensuite, ces protéines riches en proline, on l'a mélangé avec les 3 composés purs, mais cette fois à les concentrations qu'on retrouve dans les vins, à savoir 500 mg par litre pour la malvidine 3 glucosylée, 200 mg par litre pour la malvidine 3 acétylée et finalement 100 mg par litre pour la malvidine 3 coumarolée. On a voulu aussi chercher un petit peu plus et on a fait la compétition, c'est-à-dire on a mélangé ces 3 anthocyans à les concentrations que je vous ai dit précédemment et on a fait aussi les mécanismes de compétition, voir qu'est-ce qui s'est passé. Et les résultats, ils sont montrés, comme vous voyez ici dans cette graphe, que finalement, effectivement, c'est encore la malvidine coumarolée qui, avec à peu près un 6%, c'est elle qui présente une valeur plus importante des précipitations. Donc, c'est elle qui précipite plus fortement les protéines riches en proline. La malvidine acétylée, comme vous voyez, il n'y a absolument pas d'effet. Et la malvidine 3 glucosylée, on retrouve une précipitation à peu près de 2,5%. Mais ça que c'est intéressant, c'est que quand on a fait la compétition, c'est-à-dire on a mis les 3 molécules ensemble, il n'y a que la malvidine 3 acétylée, 3 coumarolée qui précipite. Donc, c'est-à-dire que c'est elle qui va prendre la place avec les protéines riches en proline. Donc, finalement, on voit que c'est vraiment les composés qui sera normalement responsable de ces propriétés astringentes du vin. Dans ce cas, c'est l'anthocyan qui sera responsable de ces propriétés astringentes. Donc voilà, pour moi, comme conclusion, je dois dire que ce travail a confirmé que les anthocyans ils vont jouer un rôle sur l'astringence par interaction avec les protéines riches en proline et que c'est la forme coumarolée. On a pu démontrer pour différentes approches plus moléculaires que c'est la forme coumarolée qui interagit le plus avec ces types de protéines. Je n'ai pas pu vous parler plus des autres résultats que j'ai eus, mais on a fait aussi des expériences un petit peu plus poussées par RMN et ces expériences sont en train d'être analysées. Et c'est intéressant parce que ces expériences-là, ils vont nous donner les sites d'union de l'anthocyan et les peptides. Donc, grâce à ça, on va savoir où est-ce que l'anthocyan va se fixer. Et ça qu'on veut aussi savoir, si ces sites, cet endroit de fixation, c'est les mêmes entre un anthocyan et un tannin aussi.
Et comme perspective, ça qui nous reste à faire, mais c'est une partie extrêmement importante, c'est de faire des analyses sensorielles de ces anthocyans purs, mais aussi avec des tannins au cours du temps, et pour vraiment savoir l'influence de ces composés-là dans la sensation d'astringence. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je voulais aussi remercier à toutes les personnes impliquées dans ce travail et bien évidemment à tous les financeurs. Merci beaucoup. Merci Ruth pour cette présentation très colorée et très vivante. Nous passons maintenant aux questions donc, que vous nous avez posées durant les interventions. Alors la première de ces questions, je pense qu'elle s'adresse à vous Philippe, si je ne me trompe pas. Peut-on considérer la rotindone comme un marqueur des syrahs insuffisamment mûrs? Les syrahs effectivement mûrs n'expriment-elles pas plus des notes fruitées que poivrées? Alors, je dois dire que je suis un peu pris au dépourvu là, sur ce sujet. Bon, il y a une thèse brillante qui a été faite par mon collègue Olivier Geffroy, qui a été soutenue en début janvier 2020. Je ne voudrais pas dire de bêtises parce qu'il a beaucoup fait le suivi de la composante poivrée avec la maturation de la syrah. Mon souvenir de chercheur, effectivement, c'est que c'est plutôt une composante d'abord qui est plus importante quand les contraintes hydriques de la vigne sont moins importantes. Ça, c'était très bien établi. Et ensuite, effectivement, c'est un composant qui va s'accumuler dans le raisin pendant un certain stade de la maturation. C'est un peu comme les composants de type terpène ou type thiol dont nous a parlé Alexandre, et qui va plutôt avoir tendance à diminuer en surmaturité. Voilà ce que je peux dire avec les souvenirs qui me sont revenus en mémoire sur ce composant. Et j'ai personnellement pas travaillé sur la rotondone. Oui, d'accord, très bien. Très bien, très bien, merci beaucoup. Donc une autre question donc, qui s'adresse à Alexandre, si je ne me trompe pas. Donc, les vins avec des arômes de fruits cuits se gardent-ils donc moins longtemps? Est-ce que vous avez une idée? Alexandre, vous pouvez me répondre? Oui. La difficulté, c'est la similitude entre le descripteur fruit cuit du vin jeune et le fruit cuit du vin oxydé. On a pu montrer que pour le dégustateur, ces descripteurs sont perçus de la même manière, ce qui pose problème lorsqu'on attribue le fruit cuit à la typicité. C'est-à-dire que si on attribue le fruit cuit à la typicité, on va attribuer le caractère oxydatif à la typicité. Et je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu que la typicité des vins de Bordeaux, ce soit l'oxydation. Premier point. Le deuxième point, justement, c'est le corollaire. Ce que l'on a pu montrer, encore une fois, grâce à l'identification de marqueurs spécifiques de l'évolution oxydative, cette fois-ci des vins. Une parenthèse, hein, l'évolution, l'AB qui flétrit subit des mécanismes oxydatifs, au même titre que le vin qui va vieillir en présence d'oxygène va subir des mécanismes oxydatifs. Eh bien, les vins issus de ces raisins flétris, des raisins oxydés en quelque sorte, eh bien, vont présenter une aptitude à la conservation, c'est-à-dire une capacité à produire des marqueurs d'oxydation beaucoup plus importantes que ceux qui ont été récoltés à maturité avec des raisins non surmûrs. Donc voilà, en quelques mots. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Oh, à titre personnel, il y a une question que je me pose, si je peux me permettre de vous la poser. C'est-à-dire, est-ce que, si j'ai bien compris, donc les consommateurs apprécient donc en première intention ces notes de fruits cuits, mais ils en sont assez vite lassés. Est-ce que c'est bien Exactement. Comme ça qu'il faut comprendre ce que vous avez pu mettre en évidence? D'accord, d'accord. Très bien. Nous avons une autre question donc qui concerne alors, je pense qu'il s'adresse à Ruth. Dans certains nouveaux cépages résistants, on parle de la présence d'anthocyanes diglucosides. Est-ce qu'on doit s'attendre à des propriétés particulières des vins issus de ces cépages? En fait, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Dans les cépages hybrides, du coup, l'anthocyane majoritaire, c'est des anthocyane déglucosylés.
Et à ce jour-là, je n'ai pas de connaissances de que ces compositions étaient testées au niveau des propriétés. Mais ce que je peux dire, c'est que normalement, quand on parle de l'interaction entre un anthocyan et une protéine, et vraiment, c'est les groupes OH, on va dire, les petits groupes OH qui vont rentrer en jeu, pas les sucres. Mais normalement, ça qu'on peut penser aussi, c'est qu'à plus de complexité, il va y avoir un anthocyan, plus de réactivité, il va y avoir aussi. Donc, je pense que c'est une question très intéressante. Je pense aussi que ça serait même possible de pouvoir purifier ces anthocyanes diglucosylés et pouvoir les tester après pour voir si vraiment ils sont, et après les comparer avec les autres. Hein. Comme ça, on pourra bien savoir s'il y a une influence dans l'astringence ou dans des autres. J'ai parlé d'astringence, mais on peut aussi essayer d'aller chercher aussi un peu dans les mondes de goût, hein, s'il y a un goût sucré. Ça, on ne sait pas encore. Mais oui, c'est une question très intéressante en plus, j'ai réfléchi aussi. Donc merci beaucoup pour cette question. D'accord. Et si je peux me permettre, j'ai une question aussi. Est-ce que, en fait, ce pouvoir ou ce caractère astringent des anthocyanes, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à celui des tanins? Est-ce que c'est quelque chose que l'on sait ou Pour l'instant, ça qu'on sait, c'est que vraiment les molécules responsables de l'astringence, c'est les tanins. C'est ces tanins qui vont se lier à les protéines riches en proline et on va avoir ces sensations dans la bouche, des sécheresses, etc. Et aujourd'hui, on sait que les anthocyanes, ils sont aussi capables d'interagir avec ces protéines. Donc, pourquoi pas? Et on va avoir un caractère astringent. Après, il nous manque encore les analyses sensorielles qui vont vraiment définir tout ce qu'on voit moléculairement parlant. Donc, je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, mais la différence entre tous les deux, et je pense que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose aussi que j'ai évoqué dans les perspectives de ma présentation, et c'était ça qui reste à faire, c'est tester les anthocyanes purifiés toutes seules, mais après aussi en combinaison avec des tanins, parce que finalement, dans les vins, c'est un mélange complexe, on va voir tout. Donc, l'idée, c'est de voir si, quand on ajoute un anthocyan avec les tanins, on va favoriser, on va fortement impacter l'astringence ou pas. Et ça sera vraiment les clés. C'est la partie qui nous manque à faire, mais que c'est extrêmement important à réaliser. C'est partie qui nous reste à faire. Ouais. Très bien, très bien. Nous avons encore une question, sur les. Est-ce qu'il existe des nez ou des nez artificiels aujourd'hui? Qui veut bien répondre à cette question? Des palais artificiels? Peut-être vous, Philippe? Alors, moi, je peux répondre à cette question. Oui. Sur le nez artificiel, d'abord, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, grâce aux travaux qui ont été conduits dans le domaine des neurosciences, une bonne connaissance de la diversité des récepteurs. Hein. Chez l'être humain, il y a 350 types de récepteurs. Maintenant, est-ce que cette connaissance-là, qui a été une connaissance maintenant qui a près d'une vingtaine d'années, elle a été extrêmement prometteuse dans la connaissance des interactions entre chaque type de récepteur ou mélange de récepteurs avec les composés. Aujourd'hui, il n'y a rien de très probant qui a encore été établi, si vous voulez. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, il n'y a rien de mieux que la détection faite par la panéliste. Ça peut être aussi un animal qui va détecter. Hein. Aujourd'hui, on s'intéresse souvent à des détections qui sont faites par le rat et la souris. Hein. Souvent, c'est des modèles animaux qui sont très souvent utilisés. Et il y a une détection qui se fait par imagerie médicale, comme malheureusement certains d'entre nous peuvent être amenés à utiliser ces techniques-là. Ce sont des techniques qu'on peut utiliser pour mieux comprendre aujourd'hui ce qui se passe en termes de reconnaissance de composants d'arôme. Alors par rapport aux composants du goût, donc Axel Marchal a dû nous quitter, mais comme il l'a mentionné, il y a ces travaux très originaux qui sont conduits au Centre du goût et sciences de l'alimentation de Dijon, qui concernent des récepteurs qui peuvent être étudiés par rapport à l'interaction avec différentes molécules. Et comme je pense qu'il nous en a donné une belle illustration avec le travaux qu'il a mis en évidence dans le cadre d'études qui sont faites avec Delphine Vinstel actuellement. Donc ça, c'est des perspectives assez enrichissantes sur la détection des composants du goût, effectivement. D'accord. Très bien, très bien. Encore deux questions. Donc une question sur le pinot noir et les anthocyanes, une question qui s'adresse à Ruth, à vous, de nouveau Ruth, s'il vous plaît. Cette question est la suivante. Oui. Donc, pardon. Que le pinot noir contient certains anthocyanes qui ont la particularité de donner une faible intensité colorante au vin. Quelle serait cette particularité?
quelle serait la particularité de cette famille d'anthocyanes du pinot noir? Moi, c'est la méconnaissance. Je ne sais pas si c'est en question des familles des anthocyanes ou plutôt des concentrations. De concentration, peut-être, oui. C'est peut-être plus une question peut-être c'est plutôt en question de concentration, parce que, bon, en général, toutes les cépages, on va dire, Vitis vinifera, et on va trouver, oui, certes, il y a des différences, hein, et même, par exemple, au Maria, les travaux que j'ai montrés de Maria, et au lieu d'avoir 5 composés Coumarolais, il avait 6. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines différences entre cépages et différentes zones. Mais je pense que la question des pinots noirs, peut-être je me trompe, j'espère pas, et je pense que c'est plutôt une question de concentration. S'il y a moins aussi, on va voir moins de couleurs. Je pense que c'est dédié à ça, mais je pourrais aussi, si cette personne il veut savoir un petit peu plus, je pourrais aussi chercher un peu plus et partager aussi avec cette personne par mail, ça ne me dérange pas. Et pour finir, pardon, une question, donc je vous coupe un peu, une question pour Alexandre Ponce. Est-ce qu'on sait à partir de quel stade de flétrissement des baies apparaissent ces notes de fruits cuits? Est-ce que ça apparaît dès les premiers signes de flétrissement, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir des raisins presque secs, quoi, pour que ces notes de fruits cuits apparaissent dans les baies? Pardon. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est une évolution progressive. C'est de la même façon que la baie va flétrir au fur et à mesure, eh bien, les tonalités aromatiques de fruits confiturés et de fruits cuits vont apparaître, on va dire, de façon concomitante à l'apparition des rides de la baie de raisin, en quelque sorte. Donc, les deux sont fortement liés. Et bien sûr, le stade ultime, c'est le dessèchement. Très bien, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci, c'est l'heure de conclure. Donc, pardon, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Non. Donc en fait, c'est le moment est venu de conclure donc de notre webinaire. Merci donc à nos 4 intervenants donc qui nous ont amené donc à découvrir en fait toute la variété, la diversité des composés qui peuvent avoir une saveur sucrée donc dans les vins qui proviennent des levures donc du bois, de chêne ou de la rafle. Ensuite, Philippe nous a montré donc que les arômes des vins, le caractère ubiquiste des arômes des vins, puisqu'on trouve les mêmes arômes dans l'eucalyptus, si j'ai bien retenu, si j'ai bien écouté, que dans le Cabernet Sauvignon. On a aussi découvert donc quelles étaient les causes d'apparition de ces notes de fruits cuits, donc grâce au travail minutieux donc entrepris par Alexandre et son équipe. Et enfin, Ruth nous a fait découvrir quelque chose de totalement inconnu jusqu'à maintenant, en tout cas qui était très peu évoqué jusqu'à maintenant, à savoir que les anthocyanes sont aussi des molécules responsables d'astringence, sûrement dans les vins. Voilà, donc merci encore à nos 4 intervenants donc pour ces présentations qui étaient passionnantes. Il me reste à vous dire donc, que vous aurez tous accès donc, au replay de ce webinaire qui vous sera adressé donc, par un lien, par email. À vous remercier de votre participation, donc d'avoir été très nombreux à nous suivre aussi jusqu'au bout de ces 4 présentations, alors que nous avons un peu débordé, même beaucoup débordé par rapport à l'horaire prévu, et aussi à vous inviter, donc si ces interventions vous ont intéressé, à le faire savoir, à faire connaître les travaux donc qui sont menés donc à l'université à l'unité de recherche donc, en œnologie de l'ISVV à Bordeaux. Merci à tout le monde. Merci, bonne fin de journée. Bon week-end aussi.